Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Africable Télévision. Merci pour votre fidélité. Ce soir, dans votre émission politique Le Débat, crise institutionnelle au Mali, l'union sacrée est-elle nécessaire? Avec Madame Diarra Raki Talla, ancienne ministre du Travail, de la fonction publique et de la réforme de l'État, chargée des relations avec les institutions. Madame Diarra, bonsoir et bienvenue. Prenez votre micro, s'il vous plaît. Voilà. Bonsoir, Monsieur Lissa. Nous sommes très ravis de vous recevoir, madame. Merci. Merci et soyez la bienvenue. Merci. Merci beaucoup. Notre second invité est monsieur Chekmar Diallo, président du mouvement des jeunes du parti ADP Maliba. Monsieur Diallo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci de nous recevoir aujourd'hui. Merci surtout à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Monsieur Moustapha Diko, ancien ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est notre troisième invité. Monsieur Diko, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Lissa. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et enfin, nous sommes en compagnie aussi de monsieur Ousmane Mohamed Touré, diplômé en communication sociale de l'université Alma Mater de la Havana à Cuba, spécialiste en communication politique et directeur de publication de l'hebdomadaire Le Point avec G à la fin. Monsieur Touré, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Dissa, bonsoir Africable. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Un honneur. Monsieur Touré, dites-nous ce que c'est l'union sacrée selon vous. L'union sacrée. Bon, je ne veux pas essayer de rentrer dans une définition académique. Je vais faire, comme on dit, une définition terre à terre. Ça pourrait être un ensemble de personnes dans un espace. Cet espace a un problème, il y a une fissure qui pourrait gêner l'ensemble de ces gens-là dans l'espace. On se retrouve, on se réunit, on décide tous de s'entendre malgré les petites contradictions, on colmate la fissure et on a fait l'union sacrée pour satisfaire quelque chose qui allait gêner le mouvement même de l'ensemble. Et sur le plan politique Bon, le terme union sacrée, c'est un terme un peu plus confus dans un cadre démocratique. Parce que dans un cadre démocratique, il y a peut-être que si par exemple il y a des tueries partout, en France par exemple, qui est le cas qui est proche de nous, il y a ce qu'on appelle l'union sacrée. L'union sacrée ne veut pas dire qu'on doit être autour de quelqu'un, d'un timonier qui doit décider tout. C'est pour le pays qu'on doit quand même mettre en veilleuse certaines choses pour évidemment s'entendre et passer à une autre étape de la vie politique qui ne doit pas être une union sacrée autour d'un timonier, d'un père de la nation, comme on le dit ici en Afrique. Il faut, ça c'est une réalité. Donc l'union sacrée, c'est la caricature que j'avais donnée par rapport à l'espace. Une fissure, on colmate la fissure, mais on tèle un peu les contradictions et la vie continue. D'accord, merci monsieur Touré. Monsieur Diko, c'est une expression quand même à la mode maintenant. On entend vraiment parler de l'union sacrée. Et quelle est votre conception de cette expression en politique? Merci monsieur Dissa. Quand j'ai vu le terme union sacrée, j'ai pensé à notre pays. J'ai pensé à la crise que nous traversons. J'ai pensé aux énormes difficultés auxquelles nous faisons face, tous autant que nous sommes, tous les Maliens, toutes les Maliennes, et qu'on ne voit pas encore le bout du tunnel. Donc on se met tous ensemble au chevet du malade, du grand malade qui est notre pays, qu'on fasse l'union sacrée autour donc, de notre pays pour le sauver de la situation où il se trouve aujourd'hui. Moi, c'est comme ça que j'ai compris l'union sacrée. D'accord, merci monsieur Diko. Et vous, monsieur Diallo? Bien écoutez, je crois que l'union sacrée, c'est avant tout une situation d'exception. C'est une situation qui n'est pas courante dans la vie d'une nation et qui donc interpelle l'ensemble du peuple malien. C'est une situation dans laquelle le peuple est appelé à mettre de côté l'ensemble de ses différences, à mettre de côté l'ensemble de ses divisions afin de faire face
à une difficulté commune, collective. L'union sacrée, je crois, ça en appelle au sentiment national, à cette notion que tous et toutes partageons quelque chose qui est en danger. Et dans le cas particulier du Mali, c'est l'existence même de notre pays qui est en danger. Et c'est pour celle-là que, en dehors de toute considération politique, partisane, de rang ou de position, chacune et chacun est appelé donc à se donner la main et à faire en sorte de tirer le pays hors du gouffre dans lequel il est plongé. Donc c'est encore une fois une situation exceptionnelle, une situation qui ne se produit que quand l'État dans ses fondements lui-même est touché et quand la cohésion nationale est fortement entamée. Merci, M. Diallo. Madame Diarra. Merci, Monsieur Dissar. Comme l'a dit Monsieur Ba, il n'y a pas une définition particulière de l'union sacrée. Je pense que le terme s'adapte à des contextes bien particuliers. Et l'union sacrée, par contre, n'est pas un concept nouveau. C'est un concept qui a été utilisé depuis le temps des temps, depuis nos ancêtres. C'est un concept qui est ancré plutôt dans notre culture en tant qu'Africains pour sauvegarder l'essentiel. Que tout le monde fasse l'unanimité autour de l'essentiel. Que les gens fassent la paix des cœurs et des esprits, pour construire, sauver d'abord et construire le Mali. Monsieur Ba l'a dit, Diallo l'a dit, il ne s'agit pas, non c'est Monsieur Ba qui l'a dit, il ne s'agit pas de faire l'union sacrée autour d'une personne. Il s'agit pour nous, aujourd'hui, Maliens, de mesurer les enjeux, de nous entendre autour d'un certain nombre de choses, c'est-à-dire de l'essentiel pour préserver le Mali dans son intégrité, le Mali dans sa souveraineté, le Mali dans sa culture, le Mali dans sa culture démocratique et sauver le Mali de l'obscurantisme. Il s'agit de cela aujourd'hui. Alors, il s'agit aussi de mettre de côté les ambitions et les velléités personnelles. Il s'agit tout simplement du Mali dans notre contexte particulier. L'union sacrée devrait être de mise dans tous les pays, notamment les pays africains, qui ont cette culture-là. Vous savez, dans nos villages jusqu'à présent, l'union sacrée existe, elle n'a jamais disparu autour de certaines choses. Donc ce n'est pas un concept nouveau pour moi. C'est peut-être nous qui avons tourné le dos à certaines de nos valeurs qu'il faut que nous retrouvions aujourd'hui et pour que nous puissions retrouver notre chemin. Merci Madame Diarra. Monsieur Diko, Madame Diarra nous disait tout de suite que l'union sacrée devrait être démise. Sommes-nous dans quelle situation telle qu'il nous faut nécessairement cette union sacrée? Aujourd'hui, je pense que nous sommes en passe de perdre notre pays. Il est occupé pratiquement aux 2/3. Sur les 2/3 de notre territoire, il n'y a pas d'administration, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de vie paisible. Les gens vivent dans l'inquiétude, dans l'angoisse, dans la peur. Les gens souffrent dans leur chair et subissent tous les jours. Subissent tous les jours donc ce que nous savons, c'est-à-dire les tueries, les assassinats, les attaques, les explosions. C'est ça que notre pays vit dans sa partie nord, dans sa partie du centre
Mais même partout ailleurs, la sécurité, aujourd'hui, elle est en question. Donc, c'est notre pays qui est en cause. Et cela met en cause chacun d'entre nous. Et c'est pour cela qu'effectivement, nous sommes dans une situation où nous devons penser à sauver l'essentiel. Nous devons penser à sauver ce qui nous unit, ce que nous avons en partage. Nous devons sauver ce sans quoi nous n'existons pas, notre pays, et qui est aujourd'hui plus que menacé. Donc, naturellement, l'idée d'union sacrée, l'idée de se mettre au chevet de notre pays, l'idée de se serrer les coudes, l'idée de se donner la main, est plus que jamais d'actualité. Et vous parlez de ce qui nous unit dans un pays où, alors, on va dans tous les sens, Monsieur Diko, tellement de partis politiques, tellement d'associations, tellement de regroupements. Alors, y a-t-il quelque chose qui unit finalement tous les Maliens, qu'il faut forcément sauver et qu'on peut sauver? Le Mali. Le Mali. Il y a beaucoup de partis politiques. Beaucoup trop de partis politiques. Il y a beaucoup trop d'associations. Mais tout ça, c'est peut-être des chemins vers le Mali. Tout ça, c'est peut-être des chemins pour rechercher justement le Mali. Tout ça, c'est peut-être l'expression de frustration que les uns et les autres éprouvent dans des organisations où ils se trouvaient et où ils n'ont pas vu la solution, et ils essaient de la trouver d'une façon ou d'une autre. Ça multiplie les partis politiques, ça multiplie les associations, mais ne l'oubliez pas, nous nous sommes battus dans les années 90-91 pour le multipartisme intégral. Ça ne veut pas dire qu'à tout bout de champ, on doit créer les partis politiques. Mais vous savez, l'homme, il est fait tel qu'il est fait. Chaque frustration appelle un départ. C'est-à-dire que quand vous n'êtes pas content dans votre parti, quand vous vous sentez à l'étroit, vous vous dites, bon, je vais aller créer mon propre parti, et là, on me prendra en compte. Ce n'est pas un nouveau projet de société, ce n'est pas un nouveau programme, c'est juste une frustration humaine individuelle, un ego qui ne trouve pas sa place parmi le regroupement où il se trouvait et qui cherche à s'exprimer autrement. Mais c'est quand même le Mali que l'on recherche. D'accord. Merci, Monsieur Diko, Monsieur Touré. Alors, Madame Diarra nous disait tout de suite que l'expression, en fait, l'union sacrée, en fait, même si elle est à la mode aujourd'hui, c'est quand même un concept assez ancien. Est-ce à dire que ce qui nous amène aujourd'hui à vouloir l'union sacrée est toujours ce qui a toujours prévalu dans notre pays? Oui, l'union sacrée a toujours prévalu dans notre pays, mais nous sommes dans un autre cadre, un cadre démocratique, où un président a été élu, il a donné des engagements, ça ne va plus. Il y a le pays. Parce qu'il faut aller, l'union sacrée autour de qui? C'est ça le plus important. Ce n'est pas autour du président, comme certains le pensent. Le président de la République, Ibeka, avait dit, en 2013, je serai le président qui va construire un État exemplaire. Il l'avait dit, il ne l'a pas fait. Il avait dit, je serai le président de tous les Maliens. Je ne me servirai pas. Je servirai le Mali. Il l'avait dit, il ne l'a pas fait. Il avait dit qu'il allait donner 200 000 emplois aux jeunes. Il l'avait dit, là je ne sais pas s'il l'a fait ou il ne l'a pas fait. C'est les chômeurs qui doivent le savoir. Il avait dit aussi que la famille ne serait plus jamais à l'épicentre du pouvoir. Il l'avait dit, il ne l'a pas fait. Il disait, c'est le peuple malien qui m'avait élu. Il n'y a pas un questionnement de parti. C'est le peuple malien qui m'a élu. Cette posture était une posture positive pour tous les Maliens. Ah, il a ajouté,
je ramènerai la paix et la sécurité dans notre pays. Mais vous pensez que en un seul coup de baguette, on vient nous dire union sacrée. Union sacrée par rapport à quoi? Par rapport à qui? Par rapport au président de la République? Oui, par rapport au pays. Moi, je dirais plutôt, c'est le président de la République qui doit faire une union sacrée parce que les Maliens n'ont pas changé. Celui qui a changé, qui a dit des choses qu'il n'a pas fait. Celui qui doit faire une union sacrée autour des Maliens. Mais vous-même, tantôt, vous parliez, en fait, parlant d'union sacrée, vous parliez des fissures. Et nous pouvons dire aujourd'hui que le tissu social malien est vraiment assez fissuré. Et tout de suite, M. Diko nous disait que malgré ces nombreuses fissures, alors il y a un Mali idéal que nous recherchons tous. C'était votre point de vue également. Quel serait ce Mali que tout le monde cherche, malgré nos divergences selon vous? C'est le Mali de la bonne gouvernance. Des gens se sont engagés en toute possession de leurs facultés en disant « Moi, je veux réparer le Mali ». Parce qu'en 2012, il y avait un problème réel dans notre pays. Quelqu'un a fait un projet, un programme. 77% des Maliens ont dit que cet homme pourrait satisfaire ça. Les gens sont partis avec lui. Il y a fissure aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? La personne qui a créé cette fissure, par son incapacité, doit se remettre en cause. Parce que les Maliens, de façon tacite, il y aura une union sacrée. Il y aura une union sacrée parce que les gens ne peuvent plus accepter. La preuve, c'est grave, hein? Les gens sont en train de s'armer pour défendre leur communauté. Alors que l'État doit être là. Donc il faut essayer de quitter ce confusionnisme d'union sacrée. Par rapport à qui? Par rapport à quoi? Le pays est à terre. Les gens sont toujours en train de chercher le mot idéal. Mais les Maliens, de façon tacite, ne peuvent pas accepter ce qui se passe. Et si, dans le fonctionnement, il y a quelqu'un qui bloque cela, que la personne se déclare et qu'il dise clairement qu'il a été incapable de respecter ce qu'il avait dit. Ça pourrait amener l'union sacrée tout de suite, immédiatement et maintenant. D'accord. Nous allons voir cela par rapport aux conditions, s'il le faut, en fait, de cette union sacrée, mais oui, les préalables. Mais avant, M. Diallo, par rapport toujours à l'union sacrée, M. Touré posait deux questions. Par rapport à qui? Par rapport à quoi? Je vous pose les mêmes questions. Cette union sacrée, ce serait par rapport à qui? Par rapport autour de qui? Autour de quoi? Exactement. Je crois que c'est ce qui crée aujourd'hui la plus grande confusion au sein de la population malienne. On est passé, en quelque sorte, maître dans l'art d'utiliser les formules qui, en réalité, ne sont pas assez précises pour fédérer les gens. On dit, toute la classe politique, il faut préserver l'essentiel. Il faut s'unir pour sauver le Mali. Tout le monde est d'accord sur ça. Mais qu'est-ce qui est réellement cet essentiel? Qu'est-ce qui est réellement au fond du problème aujourd'hui et qui nécessite que tout le monde se donne la main pour trouver une solution? C'est cela qui est aujourd'hui en train d'être mis de côté pour rester dans le creux. Dans le creux. Et tant qu'on sera dans ce creux-là, la situation ne fera que s'empirer. Je veux dire par là qu'aujourd'hui, il faut expliquer clairement aux Maliens que ce qui est remis en cause, principalement et fondamentalement, ce sont deux choses. La première des choses qui est remise en cause, c'est le modèle démocratique lui-même. C'est lui qui est aujourd'hui, de manière vigoureuse et énergique, remis en cause, non seulement par des acteurs qui ont pris les armes, mais aussi par une très large partie de la population qui le remet en cause, non pas aujourd'hui, mais depuis plus de 20 ans, à raison d'un taux de participation qui est d'année en année faible, en raison d'un système électoral qui ne parvient pas à réellement donner le sentiment aux Maliens qu'il est utile dans ce système démocratique. Aujourd'hui, ce qui est fondamentalement remis en cause, c'est également le concept même du vivre ensemble. Aujourd'hui, ce qu'il relevait et qui est une réalité concrète, c'est que des communautés ont décidé, en quelque sorte,
de s'armer pour se protéger. Contre qui? Contre quoi? On ne le sait pas, mais pendant ce temps-là, il y a des villages entiers qui sont décimés, des populations entières qui sont déplacées. Il y a également, dans tout ce contexte-là, une prolifération de discours extrémistes, à la limite anarchistes, qui sont en train d'envahir non seulement la sphère sociale, mais également la sphère politique, et qui nécessitent aujourd'hui qu'on s'y attaque et qu'on fasse en sorte que des solutions concrètes et durables soient trouvées à ces problèmes-là. Maintenant, au-delà de cela, ce qui fait qu'aujourd'hui, on doit nécessairement aller vers une solution définitive à la crise, c'est cet état de guerre permanent qui est en train de saper le moral du peuple et de saper également le moral de nos troupes. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Même le ministre de la Défense a eu à le dire lors de son passage à l'Assemblée nationale. Les soldats, ils voient et ils entendent tout ce que nous faisons. Quand ils nous voient aujourd'hui botter en touche la gravité de la situation pour ne faire prévaloir en quelque sorte que des intérêts partisans ou particuliers, au final, ils se demandent, mais pourquoi se battent-ils? Donc aujourd'hui, la nécessité de cette union, la nécessité de faire en sorte qu'on se dise rapidement et très franchement les choses pour sortir de cette situation est plus qu'impérieuse. Parce qu'au-delà de cela, ce que j'aimerais rajouter, c'est que le mécanisme qui doit permettre à cette démocratie de continuer à fonctionner de manière équilibrée est en faillite totale lui aussi. Il s'agit bien évidemment du système éducatif malien. Aujourd'hui, on le dit dans toutes les statistiques, les jeunes représentent plus de 50-60% de la population malienne, mais quelle jeunesse? Qu'est-ce que nous avons fait dans ce pays-là pour préparer une relève, pour faire en sorte que celle-ci soit à hauteur de mission et que celle-ci se sente utile dans son propre environnement? Aujourd'hui, pour beaucoup de jeunes, on parle du Mali, mais c'est quelque chose qui leur paraît abstrait parce que eux, ils ont l'impression qu'on ne parle du Mali que quand ça concerne ceux qui y trouvent un petit intérêt. Et c'est pour ça que même dans le système politique, nous avons reporté les mêmes pratiques qui ont entraîné cette forme de mercantilisation de la société dans tous ses aspects et qui fait qu'aujourd'hui, rien ne marche, rien ne va plus. Donc c'est l'essentiel démocratique et le vivre ensemble qui sont aujourd'hui sérieusement en danger et auxquels les politiques, il est temps qu'ils s'y attaquent. Mais cette union sacrée nous permettra de retrouver quel Mali selon vous? Lui, il avait parlé du Mali de la bonne gouvernance. Et quel est alors le Mali que nous cherchons à travers, ou que nous chercherions à travers cette union sacrée selon vous? Eh bien, vous savez, c'est un Mali dans lequel, premièrement, nous avons un système où tout le monde est égal. Un système dans lequel la justice sociale, la justice judiciaire également, fonctionnent à même niveau pour tout le monde. C'est un Mali dans lequel la structure économique de notre pays ne repose pas essentiellement sur tout ce que l'on voit, ces marchés publics dans lesquels toutes sortes de magouilles et de pratiques totalement déshonorantes sont actuellement en cours. C'est un Mali dans lequel les jeunes de ce pays-là sortent du système éducatif avec une notion civique concrète, avec une formation qui est réellement professionnalisante. C'est un Mali dans lequel on accepte effectivement de responsabiliser ceux qui sont censés prendre en charge la gestion de ce pays demain. C'est un Mali dans lequel on a un minimum de sécurité. Et l'union sacrée qui va nous amener à ces Mali, est-elle possible à court terme? Eh bien, je crois que celle-ci dépend avant toute chose du chef de l'État, bien évidemment, qui doit en manifester une volonté très forte et sincère, mais elle dépend également de ses principaux acteurs du Mali, parmi lesquels, bien évidemment, il y a des acteurs politiques, mais il y a également, au fil de la déstructuration du système démocratique, ces acteurs-là qui ont émergé progressivement sur la scène et qui aujourd'hui sont des acteurs avec lesquels il faut compter également. Donc cette volonté doit venir de ceux-ci et en urgence. Nous n'avons pas besoin, les Maliens aujourd'hui n'ont pas besoin de voir une salle de 2000, 3000 places qui soit remplie de gens pour se sentir dans une union sacrée. Ils ont besoin de voir que les principaux acteurs, ceux qui sont devant eux,
sont en rang serré pour sauver leur pays. Et c'est là que nous parviendrons réellement à cette union sacrée et à sortir de ce cycle de la morosité, de cette ambiance dans laquelle plus personne n'est à l'aise. Voilà. Merci, M. Diallo. Madame Diarra, union sacrée pour retrouver quel Mali? Merci, Monsieur Dissa. C'est pour retrouver le Mali d'antan, le Mali digne, le Mali respectueux et respecté de tout le monde, un Mali dans lequel la probité, l'intégrité, la sécurité régneront, un Mali dans lequel les espoirs et les attentes seront comblés autant qu'on peut. Mais vous savez, on pourra vous citer toute une liste de ce que nous voulons de notre Mali. Nous pourrons nous étendre là-dessus, mais c'est le comment qui pose problème. Comment y arriver? Aujourd'hui, il est clair que on a parlé de beaucoup de mots du président de la République. Oui, mais je voudrais rappeler que la crise, elle est multiple. Elle est d'origine sociale, elle est d'origine sécuritaire, elle est institutionnelle, elle est politique. Et pour la crise sécuritaire, celle-là a été exacerbée par la présence d'obscurantistes qui jurent avec le respect et le respect même de la vie humaine et de la liberté de l'homme. Vous savez, les multiples crises sociales ont commencé depuis bien avant l'indépendance. Il ne faut pas que les gens aient l'impression que les problèmes ont commencé avec l'avènement du président Ibrahim Boubacar Keïta. Les gens ne peuvent pas oublier dans quel contexte spécifique il est arrivé au pouvoir. Et je dis aussi qu'à la matière, je suis très heureuse d'entendre M. Ba dire que le président de la... Monsieur Touré, pardon, dire que le président de la République a été élu sur un programme. Et je pense qu'il doit être jugé sur les résultats de ce programme. Vous savez, parler, c'est très facile. Il a dit beaucoup de choses, mais je ne pense pas que ce soit le lieu pour le débat. Mais je pense que le débat dans lequel il s'est lancé est déjà vidé depuis très longtemps en termes de résultats, parce qu'il en est quand même à son second mandat. Et en ce qui concerne vraiment l'union sacrée, vous savez, le problème sécuritaire, il est réel, tout le monde le sait. Nous avons des pays amis et partenaires qui sont là pour nous épauler. Et vous savez que même les plus grandes puissances du monde sont confrontées à ces problèmes sécuritaires. Le problème social, il est plus que profond. Il part de la famille, c'est-à-dire de la base même de la société, jusqu'à la plus grande couche de la société, au plus haut niveau. Et aujourd'hui, comme l'a dit M. Ba, cette fois-ci, il est grand temps que nous interrogions notre modèle démocratique en lien avec nos valeurs sociétales. Vous aimez bien le pas, hein, je suis dialogue. Vous allez me dire oui, c'est vrai, mais je voudrais vous faire remarquer que le Mali est une jeune démocratie et que des pays qui ont une centaine d'années de pratiques démocratiques traversent encore les mêmes difficultés que le Mali. Alors aujourd'hui, nous avons des problèmes au niveau social. Le tissu social s'est fortement effrité, je dirais même déchiré.
nous avons des problèmes sécuritaires, nous avons des problèmes institutionnels, nous avons de gros problèmes politiques. Et il est grand temps que les acteurs de ce pays, pas que les acteurs politiques seulement, tous les acteurs de ce pays se donnent la main et préservent l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est la question de la sécurité, par exemple, qui ne saurait et ne doit être une question manipulée, instrumentalisée par les diverses couches de la population. Je parle notamment des politiques. C'est la question sociale, avec l'effritement et le déchirement même du fondement de notre société, la disparition même de nos valeurs. Cette question ne saurait en aucune façon faire et ne doit pas faire l'objet d'instrumentalisation. C'est aussi la question du vivre ensemble, comme il l'a dit. Aujourd'hui, nous avons de réels problèmes sur ce plan-là, qui nous vaut malheureusement des épisodes tragiques, des tueries, des décomptes macabres. Et aujourd'hui, il est grand temps que nous tous nous prenions notre aiguille, que nous laissions encore nos égos de côté pour nous réunir autour de ces trois questions-là. Je suis certaine que si nous arrivons à nous réunir autour de ces trois questions essentielles, le Mali retrouvera un tant soit peu de stabilité sociale et de sécurité. Merci Madame Diarra. Monsieur Diko, plus que jamais nécessaire, il est même urgent que nous nous retrouvions, mais pourrions-nous nous retrouver sans préalable? Si oui, comment? Non, je pense qu'on ne peut pas se retrouver sans préalable, parce que la situation est extrêmement compliquée, extrêmement détériorée. Les uns et les autres ne pourront pas se retrouver sans préalable. Et quels seraient ces préalables-là, selon vous? Moi, quand je parlais du Mali en général. Et naturellement de la gouvernance, naturellement du vivre ensemble, naturellement des perspectives d'avenir et de la situation que nous traversons. Et le tissu social est tellement déchiré. L'espace politique est tellement fragmenté qu'il ne peut pas y avoir de retrouvailles, il ne peut pas y avoir d'union sacrée sans préalable. Quand j'écoute par exemple le président de la République qui tend la main à son challenger, qui tend la main à l'opposition et qui les invite à un débat national. Je dis, c'est bien. Il est dans son rôle. Son devoir, c'est d'inviter tout le monde à parler de cette question-là. Mais il se trouve que pour participer à un débat comme ça, une bonne partie de l'opposition exige des préalables. Et tant que ces préalables-là ne sont pas remplis, je me demande s'ils vont venir à un tel débat. Or, ce débat, en fait, c'est cette volonté d'union sacrée. Cette volonté d'union sacrée. C'est pour cela que je dis, moi, il faut que les uns et les autres sachent que l'essentiel, ce n'est pas le chef de l'État. L'essentiel, ce n'est pas ce qui se passe là maintenant. Ce n'est pas les appels, ce n'est pas les refus de répondre aux appels. L'essentiel, c'est le Mali. Le Mali qu'une mauvaise gouvernance a mis dans le pétrin. Et le Mali qui nécessite le retour de cette bonne gouvernance pour envisager de sortir du pétrin où, justement, la mauvaise gouvernance et le politique
l'ont conduit. Et ça ne peut pas aller sans préalable. Il faut que la confiance revienne. Il faut que les gens acceptent de céder. Les uns, par exemple, ne voudront pas venir légitimer un régime, ne voudront pas venir légitimer un pouvoir. Les autres ne voudront pas qu'il y ait un débat national souverain qui va s'imposer à leur légitimité. Mais tant qu'on ne va pas résoudre ce problème, on ne parlera jamais le même langage. Et si on ne parle pas le même langage, il n'y a pas d'union sacrée. Mais l'union sacrée est une nécessité. Il faut que les uns et les autres se dépassent. Qu'ils sachent que ce qui est en cause aujourd'hui, c'est notre existence elle-même. Ce n'est pas la souffrance des villes et des villages. Ce n'est pas la souffrance des femmes et des hommes, la souffrance des Maliennes et des Maliens. C'est notre existence même qui est en cause. Et donc, pour que on puisse continuer d'exister, il faut qu'on accepte de se parler et qu'on accepte de se parler dans la franchise, qu'on accepte de se parler dans l'ouverture, qu'on accepte de se parler en sachant que ce n'est pas un cadeau que l'on fait, en sachant que ce n'est pas une offre que l'on prend, en sachant que c'est une nécessité impérieuse pour les Maliens s'ils veulent sortir de cette situation. Et en tout cas, pour beaucoup de Maliens, oui, à l'union sacrée, il faut que tous les fils du pays se retrouvent au chevet du Mali, mais tout cela sur, en tout cas, le respect de certaines conditions qu'ils exigeraient à la limite. Par exemple, pour beaucoup de Maliens, il faut beaucoup moins de présence de la famille, en fait, du président de la République dans l'appareil d'État. Qu'en pensez-vous? Non, je pense que on est élu, c'est la personne qui est élue. Ce n'est pas une famille qui est élue. C'est un homme, c'est un individu, un homme ou une femme qui est élu président de la République et qui donc doit mener une politique. Mener une politique pas pour soi, mener une politique pas pour sa famille, mener une politique pour son pays, auquel justement on a promis toutes sortes de choses que M. Touré venait d'évoquer tout à l'heure. Et donc, la famille biologique, ce n'est pas parce que simplement on est de la famille biologique qu'on doit être absent de la scène politique. Il ne s'agit pas de ça. Mais il faut faire extrêmement attention pour que son apport en tant que citoyen, en tant qu'individu, en tant que personne pouvant assumer des responsabilités, que cet apport-là se fasse dans le cadre du contrat qui existe entre donc, ceux qui sont au pouvoir et le peuple qui les a élus. Sans cela, c'est clair que le problème est très très compliqué. Monsieur Dissa, je ne parle même pas d'abord de ce qui se passe, je parle de ce qui s'était passé. Avant la révolution de mars 91, on parlait de la famille. On a vu comment ça finit. Le Mali démocratique n'a pas besoin d'un pareil exercice. Le Mali démocratique a besoin que les acteurs qui demandent le mandat du peuple assument le mandat selon les textes sur la base desquels ils se sont engagés, selon leur programme, selon leur projet de société qu'ils ont proposé au peuple et sur la base desquels le peuple les aura élus. Mais en aucune façon, ça ne doit être un objet purement familial. Familial biologique, mais familial politique. Familial politique, parce que ça aussi c'est la famille. Les partis politiques qui soutiennent la candidature
d'un homme qui en fait un président de la République, ça aussi c'est ta famille. Et cette famille-là, elle doit participer. Cette famille-là, elle a des devoirs. Cette famille-là, elle a aussi des droits. Elle a aussi des droits. Maintenant, si on peut l'écarter, cette famille, au profit de la famille biologique, ça pose problème. Ça pose problème. Parce que on vient au nom de sa famille politique, de son parti ou de son parti et de ses alliés. Et c'est cette famille-là qui doit, pendant notre mandat, gérer selon les principes auxquels il s'est engagé. Et donc cette famille-là, je pense qu'elle doit être présente. Or malheureusement, ce qui se passe, c'est que c'est cette famille-là en général qui s'efface. Et ce n'est pas la faute, ce n'est pas la faute de celui qui est élu, ce n'est pas la faute du président de la République. Mais c'est la responsabilité des cadres, c'est la responsabilité des membres de cette famille-là, c'est la responsabilité des gens qui se mettent ensemble pour briguer le suffrage du peuple et qui après se mettent, je ne sais pas, à laisser un individu faire tout ce qu'il veut. En ce moment, il tombe dans l'erreur. S'il tombe dans l'erreur, ce n'est pas sa faute à lui seul. Merci Monsieur Diko, Monsieur Diallo. Alors qu'en pensez-vous par rapport aux nominations des personnes qui, pour beaucoup de gens, alors occupent des postes clés alors qu'ils n'en ont pas le mérite requis? Écoutez, je crois qu'il ne faut pas se leurrer. C'est la perception d'une très grande partie de la population qu'aujourd'hui, il y a une trop grande implication de, comme il l'a dit, la famille biologique dans le système actuel. Ça, c'est un fait, c'est une réalité qui se voit à travers un certain nombre de positions occupées par certaines personnes proches de la famille, littéralement, et qui pose un vrai problème dans une situation aussi tendue que celle que nous vivons. Je crois que, bon, sur ce qui est de la question de position élective, on peut là le concevoir d'une certaine manière. Mais dans tout ce qui est nominatif, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça crée une forme de frustration qui ne contribue pas à faciliter ce travail de recherche de l'union sacrée dans lequel nous sommes engagés. Et c'est un débat qui doit se poser, qui est là et auquel il faut trouver un moyen de trancher de manière définitive pour sortir de cela. Parce que tant qu'on reste dans un système de frustration qui s'alimente par tout le lot de rumeurs, de spéculations, mais aussi de scandales qui éclatent dans la presse et qui ne connaissent pas les suites auxquelles les gens s'attendraient, eh bien, à partir de là, on aura toujours du mal à faire en sorte que les Maliens aient confiance dans les plus hautes autorités de leur pays. Donc ce débat-là, il faut le poser. Et c'est là où je viens pour dire aussi que le dialogue national dans lequel les choses ont débuté et qui vont se retrouver le 14 décembre pour leur phase finale, s'enclenche d'une manière qui ne laisse pas croire que véritablement tout le monde sera porté par ce qui va en ressortir. On a perdu trop de temps, énormément de temps. Depuis le sortir de l'élection présidentielle, le candidat qui représentait nos couleurs, Alou Diallo, avait lancé cet appel à ce que ce dialogue se produise. Il a traîné pendant plus de 6 mois avant que chacun sorte des postures électorales pour comprendre que la situation nécessitait effectivement un dialogue. On est rentré dans un schéma dans lequel, malheureusement, et ça a créé plus de suspicion que ça n'a créé d'unité, des rencontres individuelles avec des responsables politiques. Aujourd'hui, comme je le disais un peu plus tôt dans mon intervention, ce dont les Maliens ont besoin, c'est de voir une image unique et collective de tout cela. Mais c'est à juste titre. C'est à juste titre que les gens.
Eh bien, c'est comme je l'ai dit, le sentiment d'injustice généralisé, ce clientélisme, ce népotisme qui n'est pas un népotisme, mais un clientélisme qui est apparu hier ou avant-hier. Bien, parce que, comme je vous l'ai dit, quand les gens sont dans la suspicion permanente, quand les gens sont dans cette forme de doute permanent par rapport à la sincérité des choses, les rencontres individuelles, si elles sont discrètes pour préparer une rencontre collective, on peut le comprendre. Mais quand elles sont surmédiatisées, à partir de là, chacun se demandera, mais qu'est-ce qu'il a dit à l'autre? C'est ça la première question que tout le monde va se poser. Et même celui qui va partir pour représenter les autres vont se dire, qu'est-ce qu'il a donné à l'autre? On est toujours dans ce schéma-là où la confiance-là ne pourra pas venir tant que les gens ne verront pas tout le monde assis ensemble en train de parler la même langue. Les rencontres individuelles ne serviront encore une fois qu'à donner l'impression qu'on veut prendre une partie et puis ceux qui refuseront, ils prendront le train en marche. Ça, c'est un raccourci. Mais je veux faire une réponse subsidiaire par rapport à ce qu'a dit madame, que la question de ce que j'avais dit a été vidée. Mais elle a été vidée, mais vous parlez de consensus. C'est pas possible. Si vous êtes sûr que tout ce qui a été dit par le président de la République a été respecté, pourquoi vous cherchez un consensus, comment le terme sacré, l'union sacrée? Vous avez été ministre, c'est tout à fait normal. Mais n'oubliez pas que vous êtes dans du fondement de le RDA. Moi, je suis petit-fils RDA Bontin. On nous a appris, quelle que soit la situation, d'éviter la langue de gueule de bois, même pas la langue de bois, la langue de gueule de bois. Il faut arrêter. Même si on est responsable, ce qui se passe aujourd'hui doit nous amener à dire certaines vérités. Moi, la famille, il y a des conditions préalables pour l'union sacrée. On va aller directement. Moi, je peux proposer à ces gens qui nous gouvernent, parce qu'ils n'en ont pas. Moi, je veux vous dire, les préalables, il faut extirper la famille du pouvoir. On est juste... Non, en fait, par rapport aux préalables, je vous citerai un certain nombre de préalables que nous avons relevés dans la presse et sur les réseaux sociaux et dans les causeries en grains. Mais pour l'instant, parmi les préalables demandés, j'ai une question, c'est-à-dire l'implication de la famille dans l'appareil d'État. Quel est votre regard sur cela? Je vous posais la question, je vous demandais, est-ce que quelque part, il n'est pas compréhensible aussi de voir que le dirigeant veut travailler plutôt avec ceux-là qu'il connaît et qu'il a pratiqué plutôt que d'aller vers des gens qu'il connaît à peine? Mais c'est grave ce que vous dites. Hein? Non, je pose une question. Je veux dire, moi, la question est un peu réactionnaire à mon avis, parce que c'est simple. Au temps de Modibo Keïta, tu n'as jamais entendu, même si tu n'étais pas là, que la famille s'est impliquée. Monsieur Moustapha Diko vient de dire qu'il y a un problème de la famille biologique et la sphère restreinte, qui est une autre famille politique. Les gens qui sont autour du président de la République, de la famille politique, qui se sont étalés et qui ont accepté d'être aspirés par la famille biologique. C'est un problème. Ça n'existe pas dans les pays. La référence, la France, on nous dit tout le temps, et même les grands pays n'ont pas pu résister au terrorisme. Oui, mais personne n'occupe les territoires des autres pays. Mais c'est gravissime. Il y a des problèmes. Dans un pays où il y a une instabilité institutionnelle, instabilité gouvernementale, imaginez-vous, de 2013 à 2019, pratiquement chaque 8 mois, chaque année, on change de gouvernement. Si
6 ministres pendant 6 ans de la, comment on appelle ça, de la défense. 4 chefs d'état-major général dans un pays en état de guerre, même pas en état de guerre, en guerre. 11 ministres de l'éducation nationale, tous ordres confondus, tous ordres enseignements confondus. 11 ministres. 7 ministres de la justice. Et vous nous dites tranquillement que tout ça a été vidé, ça va quoi. Mais il faut arrêter quoi. Il faut arrêter. Non, attends, moi je n'ai pas fini. Ça, allons vite. On ne peut pas être contre quelqu'un qui a été élu. Par exemple, un fils du président a été élu. Moi je ne suis pas contre lui, il a été élu. On peut faire la politique étant d'une famille. Mais des gens qui surgissent comme ça, qui deviennent premiers ministres, on ne sait même pas d'où ils viennent. Parce qu'il paraît qu'ils étaient à la Banque mondiale. Mais il faut arrêter, il y a le militantisme, on est passé par des manières, on a fait la politique en 91. Nous étions les plus jeunes du mouvement démocratique. Même si les choses ont été biaisées après, c'était une révolution, ce n'était pas une convulsion. Ça, c'est autre chose à dire. Mais jamais, jamais, on ne saurait comparer ce qui se passe aujourd'hui à ce qui s'est passé. À tel point que on nous insulte pour nous dire pratiquement que le mouvement démocratique, 91, ça ne vaut rien. Parce qu'on met l'autre dans toutes les conditions de publicité. Il faut arrêter. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Et si tant qu'on n'extirpe pas la mafia politico et militaire qui est en train de saccager les sous de nos militaires qui sont sur le front. Les militaires sont dans des enclos. C'est pitoyable. Il ne peut pas. Nous suivons l'actualité, nous sommes des journalistes parfois. D'accord, nous allons essayer d'évoluer. Merci M. Touré. Madame Diarra, M. Touré quand même soulevait une grande interrogation. Merci. Parce que beaucoup de Maliens se posent effectivement cette question. Qu'est-ce qui explique ces remaniements ministériels incessants? Alors, si vous le permettez, je vais m'exprimer un tout petit peu sur encore l'union sacrée. Oui. Mais avant toute chose, permettez-moi de constater que le RDA reste la référence. Tout le monde se dit RDA, ça c'est très facile. Mais porter les valeurs du RDA et militer dans le RDA, ça c'est autre chose. Et j'invite M. Touré à se joindre à nous au RDA. Je n'ai pas dit que je suis RDA. Vous êtes petit-fils de RDA, c'est la même chose. Non. Pour venir, vous faites référence à nos valeurs du RDA, que je porte très bien d'ailleurs, je vous le signale. J'ai été ministre, mais mon intégrité morale reste intacte. Et mes convictions personnelles restent intactes. Je voudrais, par rapport au dialogue et à la question que vous avez soulevée, qui pour moi, par rapport à la présence de la famille présidentielle et de ses proches, n'est pas une question essentielle à l'heure actuelle. Vous avez parlé de gouvernance, c'est vrai, mais moi je pense que l'union sacrée doit se construire autour de certaines urgences. Il s'agit de recoudre le tissu national, de tout faire pour recoudre le tissu national d'abord, ça c'est d'un, de tout mettre en œuvre pour que le vivre ensemble revienne, de tout mettre en œuvre pour faire reculer la progression des terroristes sur notre territoire. J'insiste sur ça, parce qu'on a parlé de la rébellion. Je voudrais, on a fait allusion à cela, à des problèmes, mais je voudrais dire que ce problème-là aussi date de bien avant les indépendances. Et je voudrais vous faire remarquer que depuis quelques années, quand même, au profit de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, il n'y a plus d'affrontement armé entre l'armée régulière du Mali et les groupes armés. La mise en œuvre de l'accord est en route malgré toutes les difficultés et le DDR aussi se réalise petit à petit. Donc le problème ne se situe pas pour le moment à ce niveau. Le problème, c'est ce qui se passe au centre, disons-le concrètement, qui est aujourd'hui une question vitale pour le Mali. Le problème, c'est la présence des terroristes sur le territoire du Mali.
Je voudrais à cet effet signaler que la notion d'intégrité du territoire n'est pas liée à ce fait-là. L'intégrité du territoire est menacée ou est mise en cause quand c'est un autre État souverain reconnu comme une nation qui vient occuper le territoire du Mali, ce qui n'est pas le cas. J'ai fait allusion au terrorisme dans les pays les plus développés. Bien sûr, ils y sont encore. Ils luttent avec tous les moyens qu'ils peuvent, mais eux, ils ont su préserver l'essentiel. En Irak, ils ont vécu la même chose que nous et ils continuent encore à vivre les conséquences du terrorisme. En Afghanistan, c'est la même chose, mais ce sont des peuples qui se retrouvent aujourd'hui. Donc nous, la première des choses à faire, c'est de faire face d'abord au terrorisme. Ensuite, de recoudre le tissu social au niveau du centre. En ce qui concerne les préalables, moi je voudrais dire que quand il s'agit de l'essentiel, il n'y a pas de préalable. Les préalables, remarquez que généralement ce sont les politiques qui posent des préalables. Mais aujourd'hui, faisons notre introspection, posons-nous des questions. Nous, les politiques, nous représentons quoi par rapport au reste de la population malienne? Chaque fois que nous voulons sortir d'un état assez grave, ce sont les politiques qui posent des conditions de sorte à compromettre une issue heureuse à toute action. Là aussi, je voudrais revenir sur la vision du président de la République. C'est vrai, notre jeune frère l'a dit, mieux vaut tard que jamais. Et nous reconnaissons que c'est l'opposition, certains ténors de l'opposition, qui ont demandé le dialogue. Même si ils estiment que le dialogue s'est tenu tard, mieux vaut tard que jamais. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que le président de la République s'inscrit entièrement dans toute action qui peut sortir le Mali de cette situation. Chaque fois qu'il est sollicité pour une action qui pourrait sortir le Mali ou sortir les Maliens d'une certaine situation, ben, il envisage cette action. Je voudrais terminer pour dire que, vous savez, au Mali, c'est devenu très facile de parler, de faire des déclarations, de faire des assertions sans preuve. Pour tout ce qui a été dit ici, je voudrais rappeler qu'un président de la République, il l'a dit, est élu sur la base d'un programme. Et ce programme-là est conçu et produit par des cadres et des experts de sa mouvance politique. Et une fois qu'il est au pouvoir, c'est cette vision-là, ce programme-là, qu'il met en œuvre. Un président de la République ne peut être jugé que sur ces résultats-là. Maintenant, dire l'insécurité persiste, Monsieur Touré, depuis bien avant l'indépendance. Depuis bien avant l'indépendance, si vous faites allusion à la rébellion, aux problèmes avec les groupes armés, ça persiste depuis bien avant l'indépendance. La nouvelle donne aujourd'hui, et c'est vraiment l'avènement du terrorisme et vraiment cette guerre fratricide entre nous-mêmes Maliens au niveau du centre. C'est ça qu'il faut régler aujourd'hui. Le président de la République, c'est la constitution du Mali qui le dit. C'est lui qui désigne son premier ministre, à lequel il place sa confiance pour vraiment mettre en œuvre sa politique pour la nation. C'est le président de la République qui désigne et nomme les cadres, les hauts cadres de la République pour la mise en œuvre de sa politique et l'atteinte des objectifs. Encore une fois, vous savez, nous, ce ne sont pas des sujets qui nous sont étrangers. Il y a, bien avant le président de la République, d'autres présidents dans l'ère démocratique qui sont passés. Mais c'est toujours la même chose qu'on entend. La famille, ce n'est pas la première fois.
Et moi, je dis, sortons des questions subjectives. Sortons de la subjectivité. Et je dis, c'est vrai, problème de gouvernance, mais ayons confiance en notre justice. D'accord. Parce que notre justice, elle est réellement indépendante. D'accord. Robert. Merci, Madame Diarra. Monsieur Touré, vous aurez tout de suite la parole, mais juste après Monsieur Diko. Monsieur Diko, je voudrais quand même revenir sur la question des remaniements, parce que c'est un point qui intéresse vraiment les Maliens. Pourquoi a-t-il fallu tous ces premiers ministres? Pourquoi toujours ces remaniements ministériels? Je voudrais d'abord dire au petit-fils du RDA. Allez-y, allez-y, c'est bon. Au petit-fils du RDA. Pour ce qui concerne la famille, Monsieur Moussa Keïta Tati était membre du gouvernement de Modibo Keïta. Oui. Je pense que les gens n'ont pas mal pris. Je pense que le monsieur, il a un parcours honorable. Voilà. Parce qu'après, on l'a vu dans la lutte pour l'avènement de la démocratie. Ce n'est pas Modibo Keïta qui a voulu qu'il rentre dans le plan. C'est le parti même qui a décidé. Oh, mais vous savez, hein, c'est toujours quelqu'un qui veut et d'autres qui ne veulent pas. Mais la famille, je dis biologique, elle était là. Ce n'est pas toujours mauvais. Si les gens en parlent, c'est qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas, qu'on n'accepte pas et avec lesquelles il faut compter. Des remaniements. Moi, je pense honnêtement qu'il y a eu inflation. En 6 ans, nous avons eu 6 premiers ministres. En 6 ans. Parce que je pense que les textes ne s'appliquent pas. En réalité, le président de la République nomme le Premier ministre. Mais le Premier ministre, en général, est issu de la majorité. Et c'est parce qu'il est issu de la majorité qu'il est stable. Il dure à son poste. Exemple, Ibrahim Boubacar Keïta. Il était Premier ministre, il est devenu président de l'ADEMA, il est resté 6 ans Premier ministre. Il était le président du parti majoritaire. Vous savez, dans notre constitution, c'est le gouvernement qui définit la politique de la nation, pas le président de la République. Ça signifie quoi? Ça signifie que quand vous avez la majorité absolue, ça s'impose. Automatiquement, vous avez le Premier ministre, le gouvernement. Vous désignez quelqu'un que le Premier ministre, que le président de la République nomme Premier ministre. C'est comme ça, par exemple, que Mitterrand a nommé Chirac Premier ministre. Mitterrand, il est socialiste, Chirac de droite. On a eu la cohabitation. C'est comme ça que Chirac a été obligé de nommer Jospin Premier ministre parce qu'il a perdu la majorité et la gauche donc est venue au pouvoir. Notre constitution est exactement comme celle-là. Le président de la République nomme le Premier ministre, mais c'est le gouvernement qui définit la politique de la nation. Ceci permet quoi? Ceci permet que on prenne, par exemple, le président du parti majoritaire. Même si c'est la majorité relative, on doit demander à ce parti-là de proposer un Premier ministre après avoir réussi donc une alliance pour une majorité absolue. Je me rappelle très bien, quand j'étais député, le président du groupe parlementaire RPM, M. Kadari Bamba, que Dieu ait son âme, avait toujours revendiqué que ATT permette au RPM de former le gouvernement. Avait toujours revendiqué après les élections parce qu'ils étaient majorité relative. Et je me rappelle aussi, quand nous sommes allés dans le cadre du parti, quand nous sommes allés voir le RPM, je me rappelle très bien, la première vice-présidente du RPM, à l'époque, Madame Ndiaye Kajatou, Madame Ndiaye Rokiatou, Madame Keïta Rokiatou Ndiaye, elle nous a dit textuellement, je pensais que vous étiez venu nous demander de vous aider afin que vous formiez le gouvernement, parce que vous avez la majorité relative, s'adressant à la démocratie. Donc, en fait, c'est comme ça le texte chez nous.
Mais si on ne procède pas comme ça, si on nomme le Premier ministre sur la base de la volonté du président de la République, naturellement, s'il peut le dégommer quand il veut, c'est cette inflation-là qui se produit. Or, un Premier ministre, ça a un coût. Un ancien Premier ministre, il est pris en charge ad vitam aeternam. Ad vitam aeternam. Et chez nous, ils sont de plus en plus jeunes. Voilà. Et donc, on va le budget national va les prendre en charge, mais pendant 40 ans. Pendant 40 ans. Et ils sont nombreux. Alors que si on avait respecté, si on respecte les textes, je dois dire que ça n'a pas commencé maintenant. Hein. Je dois dire que ça n'a pas commencé maintenant. Quand en 2002, ATT est venu au pouvoir, il a enlevé le Premier ministre Adema pour le remplacer par son Premier ministre. Son Premier ministre. Personne n'a rouspété. Personne n'a rien dit. Mais il y a inflation maintenant. Mais bien sûr, parce que personne n'a rien dit, parce que les gens laissent le pouvoir faire ce qu'il veut pour eux-mêmes pouvoir en profiter. Bon, donc de plus en plus, ça nous a conduit vers l'inflation. À telle enseigne que la relecture de la Constitution que proposait ATT, c'était un des aspects, c'était pour changer justement cet état de fait-là. Pour que le président puisse nommer le Premier ministre et qu'il puisse le dégommer quand il veut. Alors qu'actuellement, le président de la République ne peut pas sortir le Premier ministre. C'est une motion de censure qui peut le faire démissionner ou bien une démission de son propre chef. Sinon, le président de la République ne peut pas enlever le Premier ministre. Donc, il y a ces articles-là que l'on veut faire partir au temps de ATT et la proposition de référendum qui n'a pas marché là aussi ça figure dedans. On veut que le président de la République nomme le Premier ministre et qu'il le dégomme quand il veut. En ce moment, je vous dis, on aura beaucoup de premiers ministres, on aura beaucoup de ministres. D'accord. Merci, M. Diko. Oui, M. Touré, vous voulez parler bien avant. Oui, bon, M. Moustapha Diko a répondu à mes critères, à ce que je voulais dire, parce qu'il a quand même parlé des institutions, comment ça fonctionne. Mais ce que je demande, madame, moi personnellement, je n'ai rien contre IBK, mais les faits sont les faits. Moi, vous avez dit que vous avez bien géré votre ministère en substance, que vous avez bien géré votre ministère en... Hein? Si, vous avez dit que vous avez été ministre, vous avez dit que vous avez été ministre et que... Je regrette, je ne pense pas avoir... Mais les gens sont là, dans tous les cas, les gens vont juger. Je ne pense pas avoir prononcé le mot ministre, j'ai dit que je suis ancienne ministre et que je reste fidèle à mes convictions et à mes valeurs que sont l'intégrité et la probité. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ancienne ministre, il suffit d'enlever ancienne, vous êtes non, ministre? Non, je n'enlève pas ancienne. Moi, je sais que vous avez dit ça. Mais c'est pas ça, ne prenez pas beaucoup dans mon temps, quoi, s'il vous plaît. Voilà. Ok. Et ce que je dis, il faut, à partir de... Franchement, et comme je disais, moi, IBK, en 2013, j'ai voté IBK, hein. Mais cessez de nous dire... En fait, M. Touré, ce que j'aurais aimé... Non, vous, attendez. Ce que j'aurais aimé, c'est vraiment de répondre aux questions sans vous intéresser directement à elles. Je vous en prie. Non, d'accord, oui, d'accord. Voilà. Mais je réponds. Je pensais que vous aviez une autre information à apporter. C'est une femme qui est habituée au débat. Okay. Excusez-moi, elle est de l'URDA. Elle a dit des choses. Il y a ce qu'on appelle des interventions subsidiaires. Moi, je réponds par rapport à ça et je reviens. Ne te presse pas, monsieur le journaliste. Je dis, aujourd'hui, pourquoi on cherche l'union sacrée? Si déjà, tout est bon, tout est vidé, mais on ne cherche pas l'union sacrée. C'est ce que je veux dire. Et c'est un débat. Il n'y a pas d'animosité, on parle. Et je dis, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a réellement, j'ai beaucoup aimé le terme inflation. De changement de gouvernement. Mais c'est grave parce que c'est des budgets, c'est de l'argent. Il y a l'essentiel. Si dans les préalables de l'union sacrée, moi je pense qu'il faut aujourd'hui prendre des gens patriotiques, compétents, qui sont capables de se rendre compte qu'ils utiliseront la langue de bois, quel que soit, ils viendront travailler pour le pays. Et
34 ministres, c'est pléthorique dans un pays qui est dans une stratégie de survie permanente. Justement, nous entendons parler d'un gouvernement de guerre. Est-ce que vous pourrez nous parler de ce que cela peut vouloir dire, un gouvernement de guerre, et comment nous pouvons y arriver? Moi, je sais ce que ça veut dire pour moi. Ok, allons-y. Et je sais qu'un gouvernement de guerre, c'est quand même prendre des secteurs. D'abord les parties régaliennes, plus des secteurs qui sont l'agriculture, les secteurs les plus poignants, et les autres, les mettre en veilleuse, parce que tous les ministères servent à quelque chose. Mais maintenant, nous sommes dans un pays de guerre. Il faut d'abord qu'on ampute dans les budgets, d'abord le budget du président de la République, il faut l'amputer. Il faut cesser les fêtes, il faut cesser les sorties inutiles. Il faut diminuer dans les voitures. Tout ça là, moi je vous dis, dans un pays en état de guerre, ou un pays en guerre, on essaie d'abord, parce que le cérémonial ne peut pas restaurer l'autorité de l'État. Dans un pays où on a déroulé plus de tapis rouges que de goudron, il faut arrêter quoi. Non, mais moi je vous dis, je parle concret. C'est pas quelque chose que moi je veux. C'est pas ça. Je ne suis pas un anarchiste ou quelqu'un qui ne sait pas. Je sais, je fais des analyses concrètes. Et je sais ce dont les gens souffrent. Je connais les gens, je suis avec les gens, je suis dans l'underground. Je ne suis pas dissocié à la population. Et je ne suis pas un populiste ni rien. Nous réfléchissons, nous avons la tête, nous savons ce qui se dit. Et nous avons fait du précédent. Nous avons dirigé nos entreprises, nous avons reçu, on a employé des gens. Nous ne sommes pas là pour faire du blabla ou des gens qui sont étrangers aux choses. Quand on propose des choses, sincèrement, nous, on ne demande rien. On demande aux gens qui sont au pouvoir, aujourd'hui, d'atterrir. Imaginez-vous, il n'y a plus de respect pour nos gouvernants. Un ministre de la Défense vient, entre l'atterrissage et le décollage, il nous annonce qu'il y aura des forces spéciales dans notre pays, et il va jusqu'à utiliser une confusion qui blesse certaines personnes. Et personne ne le cadre. Par exemple, il dit l'opération Takuba. Il dit que c'est dans la langue touareg, en français, ça veut dire sabre. Mais moi, je suis né en tant que Sorey, sachant que Takuba, c'est sabre. Tu vois comment on oppose les gens, ou les gens qui les donnent des informations ne sont pas bien informés et que le gouvernement doit les cadrer parce que c'est des choses qui touchent les gens. On oppose nos communautés sans que les gens le sachent. Un gouvernement, c'est quelqu'un qui scripte tout, qui essaye de décrypter tout. Mais regardez, même récemment, nos diplomates ne sortent pas dans les télévisions pour parler de ce qui s'est passé. C'est d'autres personnes qui viennent parler à notre nom, qui parlent au nom de la France, et on immobilise tout. Mais il faut arrêter. Moi, franchement, je suis stupéfait de voir quelqu'un qui, au départ, et on nous dit que non, le Mali a des problèmes depuis 1960, le Mali... Mais arrête, nous sommes aujourd'hui, l'Institut, on a des problèmes. Tout de suite et maintenant. Qui est-ce qui a dit qu'il peut finir avec l'insécurité, l'insécurité? Qui est-ce qui a dit qu'il va farouchement lutter contre la corruption? Ça c'est gonflé. Mais c'est de cela qu'il s'agit. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas le président de la République. Ça ne veut pas dire qu'on est dans des stratégies de chercher des choses. Ça ne veut rien dire de tout ça. Nous essayons de parler concret. Et nous ne sommes pas des fous, des gens qui ne savent pas analyser. Nous sommes des universitaires. Nous sommes capables d'atterrir des réflexions qui amènent à des gens qui pensent qu'ils sont responsables. C'est leur responsabilité qui a amené. Moi, je préfère être irresponsable et ne pas créer du tort pour mon pays. D'accord, merci Monsieur Touré. Monsieur Diallo, alors toujours par rapport à l'union sacrée et au préalable, aux conditions qu'il faut réunir pour arriver quand même à une union sacrée et réussie, il y a des gens qui parlent d'extravagance au niveau du sommet de l'État, qu'il faut vraiment arrêter certains comportements extravagants. Alors, si vous êtes au courant en fait de tout ce qui s'est dit par rapport à ça, il s'agit selon vous de quel comportement dit extravagant et qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à tout ça quand on dit que c'est des comportements qui sapent la morale des troupes et des citoyens? Moi, j'aimerais avant tout dire qu'aujourd'hui, le premier des préalables, c'est la pression populaire. Il faut qu'on se dise les choses très concrètement. Aujourd'hui, la stérilité du débat est telle au niveau national qu'au final, on ne va nulle part. Et ceux qui en pâtissent,
Ce n'est pas ceux qui sont en train de mener les débats stériles, mais c'est les Maliens, le peuple, c'est la population de manière générale qui en pâtit. Donc c'est à elle de créer ce premier préalable en se mobilisant massivement et en faisant en sorte que ceux qui ont un pouvoir de décision ou ceux qui aspirent à avoir ce pouvoir de décision arrêtent de nous entraîner dans cette spirale infernale où on n'en sortira jamais. Parce que nous, on est fatigués. On en a marre tous les jours de voir oui, c'est comme si, non, c'est pas comme ça. Oui, c'est comme si, non, c'est pas comme ça. Ton bazin est joli, non, il n'est pas beau. Mais finalement, où est-ce qu'on va? Pendant ce temps-là, nous, on est en train de regarder un Mali qui a perdu totalement l'initiative dans tous les domaines, qui n'est respecté quasiment par personne. Et au-delà de ça, dont la classe politique, elle aussi, n'inspire qu'une forme de mépris à tout cela, comme il l'a indiqué, qui aujourd'hui prennent eux-mêmes les décisions dans la résolution de la crise malienne pour ensuite donner le sentiment de les imposer au peuple malien. Donc, si dans tout ce débat-là, si les acteurs politiques n'ont d'autre affaire que de nous ramener soit dans le passé, soit dans le présent, de nous ramener dans des débats qui ne nous apportent absolument rien, c'est aux Maliens et au peuple malien de s'assumer, de se lever et d'exiger que cette crise-là se termine tout de suite et maintenant. Parce que finalement, à quoi allons-nous? Nous restons dans un schéma où tout simplement, on va aller encore dans du replâtrage. Les acteurs politiques vont continuer à faire semblant, même si tout le monde vient le 14 décembre, à faire semblant qu'on est tous d'accord sur tout ce qui va, et on va en ressortir encore une fois, et les guerres de tranchées vont reprendre. Donc aujourd'hui, c'est aux Maliens, au peuple lui-même, de s'assumer et d'exiger à ce que cette union sacrée se fasse. Parce qu'aujourd'hui, c'est clair et net, le niveau de division est tel que le seul arbitre qu'il y a pour imposer cette union sacrée, la division, je l'ai dit, elle n'est pas uniquement une division dans la classe politique. Il y a une division entre même les leaders religieux, il y a une division entre les acteurs de l'éducation, il y a une division dans tous les domaines, dans tous les secteurs, c'est divisé. Donc qui peut venir pour exiger à ce que les uns et les autres aillent à cette union sacrée, si ce n'est le peuple lui-même? Puisque finalement, il n'y a plus personne qui ait cette légitimité pour imposer à ce que les uns et les autres aillent vers cette union. Donc moi, je pense que ça, c'est le premier des préalables qui doit être réuni pour qu'on sorte de cette crise-là et que les gens sortent du débat dans lequel on essaye de faire semblant qu'il n'y a pas de problème. Quand j'entendais, je ne partage pas la notion, l'explication qu'elle donne à la notion d'intégrité territoriale, mais si vous venez expliquer à un Malien qu'aujourd'hui, selon le droit international et la communauté internationale, l'intégrité territoriale, c'est quand une nation vient d'ailleurs, et les gens ils vont te dire, mais l'État islamique, et qui est en train de faire tout ça au centre. Oui, mais les gens, le Malien lambda, ce que lui il comprend, c'est l'État islamique, c'est un groupe terroriste qui a envie de constituer un État islamique terroriste. Oui, bon, aujourd'hui, je suis désolé de le dire, mais aujourd'hui, on a quasiment l'impression que c'est le cas. Quand vous regardez le niveau d'absence de l'État dans certaines communes du centre du Mali, quand vous regardez la fermeture totale de centaines et de centaines d'écoles dans le centre du Mali, quand vous regardez l'incapacité qu'ont même nos amis étrangers à se rendre au-delà de la zone de Ségou, je suis désolé de le dire, mais aujourd'hui on a l'impression qu'il y a un autre État qui s'est créé et qui impose sa volonté à des populations qui n'en veulent pas. Et ça, c'est une réalité concrète. Il faut arrêter de donner l'impression que les grands concepts de droit international vont permettre aux Maliens de croire en ce que nous sommes en train de faire. Les Maliens, aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est la vérité. Ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est qu'on sorte de la stérilité. Ce qu'ils veulent aujourd'hui, et c'est d'ailleurs pourquoi on voit une grande partie de la population se mobiliser. Et en même temps, votre dernier mot, hein, parce que nous sommes presque à 10 minutes de la fin de l'émission. Et donc, en même temps, ce que les Maliens aussi sont en train d'exprimer, c'est un désir de justice. C'est pour ça qu'on le voit, tout le monde en train de se mobiliser. Moi-même, au sein de l'ADP Maliba, nous avons des dizaines, des centaines de jeunes qui sont sortis pour manifester leur soutien à la justice malienne. Tout ça, c'est un sentiment de ras-le-bol. C'est un sentiment, si les acteurs politiques et les dirigeants de ce pays ne prennent pas conscience
de ce ras-le-bol généralisé qu'il y a au sein de la population malienne, ils se retrouveront très vite débordés par cette situation-là, parce qu'aujourd'hui, on est plus préoccupé par cette instabilité politique qu'il y a dans le sud du pays que par la profondeur de la crise elle-même. Donc, si on veut retrouver cette union sacrée-là, moi j'ai l'impression qu'on ne peut pas compter sur les politiques. Moi-même, je suis un président de la jeunesse d'un parti, mais je peux vous le dire qu'aujourd'hui, les aînés, il faut le dire, les aînés n'ont d'autre affaire que de chercher à se justifier au lieu de proposer des solutions. Donc aujourd'hui, on a besoin de solutions et c'est pour cette raison que je suis convaincu que la solution à l'union sacrée ne passe que par la mobilisation populaire. C'est ce travail qu'on a commencé et c'est ce travail qu'on continuera pour imposer cette union sacrée au Mali et à ceux qui la refusent pour des intérêts purement personnels. Merci, Monsieur Diallo. Madame Diarra, comme dernier mot, que nous faut-il faire vraiment pour sauver notre pays? Merci. Vous ne m'avez pas donné l'occasion de parler de nombreux remaniements ou nominations. Vous pouvez le faire. Vous avez 4 minutes. Je vais le faire. Juste un petit rappel. Je voudrais juste dire à mon aîné que j'ai surtout parlé du programme du président de la République en matière de mise en œuvre. Et donc, c'est juste une parenthèse par rapport aux attributions qu'il a et le chef du gouvernement tel que prévu dans la Constitution. Je voudrais juste que les gens se rappellent le contexte spécifique. Je pense que quand le président Ibrahim Boubacar Keïta venait, il y avait carrément une rupture de confiance entre le peuple malien et les gouvernants de façon générale. Et entre le peuple malien et l'administration malienne de façon générale, y compris les établissements publics. Et les gens ont pensé que du sang nouveau, notamment, il y a eu d'énormes plaidoyers pour la jeunesse, que du sang nouveau et que des technocrates, à l'époque, les gens ne voulaient plus de politique, ont demandé un technocrate à la tête du gouvernement. C'était le vœu, en tout cas le souhait, de quasiment l'ensemble des jeunes en République du Mali. Il a essayé d'aller dans ce sens. On a eu un premier jeune à la tête de la primature, nous en avons eu un second. Et pour des motifs d'efficacité, de changement, de réorganisation, il a procédé tel que ça lui est concédé en termes de prérogatives à la nomination d'autant de premiers ministres qu'il le fallait pour atteindre ses objectifs. Moi, je pense que c'est l'objectif qui compte et ce ne sont pas les moyens qui comptent. Ça, c'est mon avis. Ensuite, en ce qui concerne la majorité, je crois bien savoir que il y a quand même eu 2 premiers ministres issus de la majorité. Et aujourd'hui, le Premier ministre qui est là, je le fais remarquer, toujours en taquinant mon frère Touré, il est là quand même depuis le premier gouvernement du président de la République. Ce n'est pas rien. Moi, je pense qu'il faut reconnaître le mérite des gens, même s'ils sont jeunes. Et même s'ils sont de la famille. Même s'ils sont jeunes, il n'est pas de la famille, je regrette. Même s'ils sont jeunes, il n'est pas de la famille. On dit que beaucoup sont de la famille alors que ce n'est pas le cas. Moi, je regrette de le dire, nous perdons du temps et beaucoup d'énergie dans des supputations personnelles et subjectives. Si nous pouvions consacrer autant de temps à construire le Mali et à nous donner la main et à oublier nos égos, à avoir des objectifs communs et essentiels, bon, je pense que nous serions partis plus loin que ça. Maintenant, en ce qui concerne l'État islamique, moi, je n'ai pas dit que le terrorisme est... Depuis que je vous parle du phénomène de l'obscurantisme et du terrorisme.
personne aujourd'hui, laissez-moi terminer, personne aujourd'hui ne peut nier ce phénomène. Je voulais juste savoir l'intégrité territoriale. L'intégrité territoriale, elle est atteinte. Je suis désolé, l'intégrité territoriale, j'y ai fait allusion en lien avec ce que M. Touré avait dit par rapport aux engagements du président de la République quand il est arrivé au pouvoir. Jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons pas perdu l'intégrité du territoire. Ça, c'est clair. Les terroristes, ils occupent une portion de chaque pays aujourd'hui. Et dans ces pays-là, on ne dit pas qu'ils ont perdu l'intégrité du territoire. Non, ça n'a pas commencé par nous. Ils ont peut-être trouvé un terrain fertile dans le Sahara, et je répète bien dans le Sahara, il y a des effets combinés, des actions combinées qui ont fait qu'aujourd'hui, le Sahara est certainement un terrain fertile pour eux, mais cela ne veut pas dire que l'État va baisser le bras. Et je voudrais vous dire que la question de sécurité n'est pas une question uniquement militaire. La question de sécurité, elle est certes militaire, mais elle est aussi une question civile. D'accord. Il faut que la population elle-même, laissez-moi terminer, il faut que le peuple aussi contribue à l'atteinte de cette sécurité. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, vous parlez de mobilisation, de pression pour que il y ait cette union sacrée. Moi, je vous dis tout simplement que c'est vrai, on le dit, le dialogue est la vertu, mais le président de la République, en initiant ce dialogue conformément à ses prérogatives, donne l'opportunité à chacun d'entre nous de venir s'exprimer et de venir faire ses propositions afin que nous puissions sortir de là. Moi, je pense que c'est déjà un grand pas. D'accord. Parce que nous avons intérêt à nous entendre entre nous d'abord sur certaines choses avant d'aller à autre chose. Vous avez parlé des politiques, vous êtes politique comme nous. Madame Diarra, mais aujourd'hui, vous savez très bien que la scène est occupée par d'autres entités qui seront encore beaucoup plus nombreuses que les politiques. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut revoir, non, les politiques n'ont pas l'apanage du pouvoir. Ça, ils n'ont pas seuls l'apanage du pouvoir. Nous sommes dans un régime démocratique qu'il faut évaluer aujourd'hui. Nous sommes dans des problèmes, comment dirais-je, sécuritaires, des problèmes institutionnels, il l'a dit. Nous sommes dans des problèmes sociaux. Aujourd'hui, il faut oublier son ego, il faut oublier les comportements partisans, les perceptions subjectives pour que nous puissions aller de l'avant. Donc moi je conclus en disant que vous savez, on parle souvent de l'union, du pardon, mais aujourd'hui il faut que le cœur y soit. Si le cœur n'y est pas, le cœur de chacun d'entre nous, quelle que soit notre position dans la société malienne, si le cœur n'y est pas, ça ne marchera pas. Aujourd'hui, les gens parlent. Certains dans la population parlent comme s'ils ne faisaient pas partie du Mali. Comme si ce problème-là, ce n'était que le problème aux politiques et à la limite à certains démembrements de la société civile. Aujourd'hui, il faut que chacun d'entre nous se sente concerné. Je finirai par dire que les extravagances concernent tout le monde, toutes les couches de la société. Toutes les couches de la société. Aujourd'hui, on est dimanche, tout le monde sait ce qui se passe le dimanche à Bamako et les samedis. Nous sommes dans une situation dont nous devons prendre conscience et pour laquelle nous devons avoir un minimum de retenue et de réserve. Et j'en ai terminé. Merci, Madame Diarra. Monsieur Touré, Monsieur Ducou, une minute, s'il vous plaît. Non, pas une minute. Non, je vous en prie. Parce que, Monsieur Touré, s'il vous plaît, juste une minute, je vous en prie. Ok. Je vous en prie. Ok. Madame Amazé dans le montage. Dans ce cas, moi je dis tout simplement, Madame, s'il n'y a pas de problème, si... Non.
Monsieur Touré, mais je vous en prie, nous sommes vraiment carrément Ok. à la fin de l'émission. Si, madame, qu'est-ce que non, vous ne nous criez pas, proposez normal, pour normal. le Mali? Je vous en prie. C'est un Juste débat. J'essaie. Ok. Moi, j'ai des impératifs de temps. Euh, Une minute. Une minute. Je n'aime pas le terme dernier mot parce qu'après je dois dire beaucoup de mots. Donc, il s'est avéré que dans notre pays aujourd'hui, il y a des problèmes. Il faut cesser la langue de bois. Il faut cesser la langue de bois. Il faut parler avec les autres. Les autres, c'est pas parce qu'on a été ministre que l'autre n'a pas été ministre que vous savez tout plus que l'autre. Nous sommes tous des responsables. Nous aimons ce pays. C'est Chevier sur... Donc, allons-y, continuez. Je vous en prie, madame. Madame, je vous en prie. Et donc, madame, je vous en prie. Moi, je dis... Je vous en défends prie, mes propres opinions et vous en mes prie. convictions en tant que Ça ne me politique. perturbe pas si ce n'est pas lui. Pas en tant que ministre. Je vous en prie, madame. Nous Je ne vous en sommes prie. pas sur le terrain. Donc, vous n'êtes pas content d'avoir été ministre, madame Euh, Vous n'avez pas été content, vous n'êtes pas content d'avoir été ministre? Là n'est pas la question, mais voilà. je regrette. Ok. Voilà. Bon, Moi, je mesdames, suis au messieurs, service. je vous Je suis au rappelle service de que mon nous pays sommes à à tout la fin moment. de Moi aussi, vous ne notre savez pas ce que je suis. émission. Oui, mais je vous dis, Ce soir, nous parlions de crise institutionnelle au Mali. Union sacrée est-elle nécessaire? Et pour en parler, mesdames, messieurs, ce soir, nous étions avec madame Diarra Raki Talla, ancienne ministre du Travail, de la fonction publique et de la réforme de l'État, chargée des relations avec les institutions. Monsieur Chekmar Diallo, président du mouvement des jeunes du parti ADP Maliba, était notre second invité. Monsieur Moustapha Diko, toutes mes excuses, était notre troisième invité, ancien ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Et enfin, nous étions en compagnie de monsieur Ousmane Mohamed Touré, diplômé en communication sociale de l'université Alma Mater de la Havana à Cuba, spécialiste en communication politique et directeur de publication de l'hebdomadaire Le Point avec G à la fin. Pour ma part, ce fut pas tellement un grand plaisir ce soir, mais nous sommes quand même très heureux d'avoir eu ces débats. Nous nous donnons rendez-vous dimanche prochain pour une autre émission politique. D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente semaine de travail. Au revoir. Merci.